La pluie tombait à verse en cet après-midi d'hiver lorsque Lucie serra le bébé contre sa poitrine et s'engagea sur le chemin de terre qui menait au domaine. Ses pieds nus s'enfonçaient dans la boue, mais elle ne sentait plus le froid. Ce qu'elle ressentait était bien plus grand que l'inconfort de son corps. C'était le poids d'une décision qui lui brûlait l'âme comme une braise ardente. Le portail en fer de la propriété semblait bien trop grand, bien trop imposant pour quelqu'un comme elle. Mais Lucie n'avait pas le choix. Elle venait de passer les 3 dernières nuits à dormir sous un pont, berçant le petit dans ses bras tandis qu'il pleurait de faim. Son lait s'était tari, elle n'avait plus rien à offrir à son fils, ni nourriture, ni abri, ni avenir. Quand le gardien ouvrit le portail et la vit là, immobile, trempée et grelottante, avec ce paquet de linge dans les bras, il faillit refermer la porte. Mais Lucie parla vite, la voix brisée. « Je dois parler au patron, s'il vous plaît. C'est urgent. » Le gardien hésita. Il connaissait bien ce genre de situation. Des gens désespérés se présentaient là chaque semaine pour demander de l'aide. Mais il y avait quelque chose dans le regard de cette jeune femme qui le fit reculer, quelque chose qui disait qu'elle n'était pas là pour une simple aumône. « Attendez ici !» grommela-t-il en disparaissant par le porche de la grande maison. Lucie resta là, figée comme une statue, tandis que la pluie continuait de tomber. Le bébé gémit doucement, et elle le berça avec une tendresse qui lui faisait mal à la poitrine. Combien de fois pourrait-elle encore faire ça? Combien de jours survivrait-il encore ainsi? La voix grave vint de l'intérieur de la maison avant qu'elle ne voie l'homme. « Que voulez-vous » Quand Lucie leva les yeux, elle croisa les siens. Paul Dubois avait 36 ans, les épaules larges, les mains calleuses de celui qui travaillait la terre, malgré sa richesse. Ses cheveux sombres grisonnaient légèrement sur les tempes, et il y avait une dureté sur son visage qui parlait d'une vie qui n'avait pas été facile, même avec toute sa prospérité. « S'il vous plaît, » dit Lucie, et sa voix sortit plus faible qu'elle ne l'aurait voulu. « S'il vous plaît, élevez mon bébé, je n'en ai pas les moyens. » Le silence qui suivit fut lourd comme du plomb. Paul descendit lentement les marches du porche, sans la quitter des yeux. Il s'arrêta à quelques pas, analysant cette femme maigre, pâle, au visage marqué par l'épuisement, et aux yeux qui semblaient avoir vécu bien plus que ses 23 ans. « Vous savez ce que vous demandez ?» demanda-t-il. Et il n'y avait pas de cruauté dans sa voix, juste une curiosité sincère, comme s'il essayait de comprendre l'ampleur du désespoir qui l'avait amené là. « Cela fait déjà une petite minute que vous êtes sur la chaîne Récits du passé. Et si vous aimez cette histoire, n'oubliez pas de vous abonner et d'activer la cloche pour ne pas manquer nos prochaines vidéos. Et laissez-nous un commentaire pour nous dire d'où vous nous regardez, votre ville, votre département ou votre pays. Nous adorons savoir qui est de l'autre côté de l'écran pour partager ces histoires avec nous. »« Je sais, » répondit Lucie, et les larmes coulèrent enfin. « Je sais exactement. Mon mari m'a quitté quand il a découvert que j'étais enceinte. Il a dit que l'enfant n'était pas de lui. C'était un mensonge, mais il est parti quand même. Je me suis retrouvé seul. J'ai travaillé autant que j'ai pu pendant que mon ventre grossissait, mais personne ne donne de travail à une femme enceinte. Quand mon fils est né, quand il est né, je n'avais plus rien, absolument rien. » Paul regarda le paquet dans ses bras. « Je peux voir ?» Elle écarta le linge mouillé avec précaution, révélant le petit visage rosé du bébé. Il avait tout au plus 1 mois. Les yeux fermés, une petite bouche faisant des mouvements instinctifs de succion. Une petite créature fragile et parfaite. « Comment s'appelle-t-il »« Michel, » murmura Lucie. « Michel, pourquoi ?»« Parce que je pensais qu'un nom fort lui donnerait de la force. » Paul regarda le garçon pendant un temps qui parut une éternité. Puis, il fit quelque chose que Lucie n'attendait pas. Il tendit les mains. « Laissez-moi le prendre. » Avec des mains tremblantes, elle lui confia son fils. Voir cet homme grand et rude tenir son bébé avec tant de délicatesse lui serra le cœur d'une manière qu'elle ne sut nommer.
Paul berça doucement Michel et quelque chose traversa son regard, une douleur ancienne, un souvenir. « Entrez, dit-il finalement. Nous allons parler correctement. » La grande maison était exactement comme Lucie l'avait imaginé. Des meubles en bois sombre, un parquet brillant, un haut plafond avec des poutres apparentes, mais elle était curieusement vide de vie. Il n'y avait pas de tableaux au mur, pas de fleurs dans les vases. Rien qui n'indiquait que là vivait quelqu'un qui avait des souvenirs ou des affections. Paul s'assit dans le fauteuil à bascule du salon et continua de tenir Michel. « Asseyez-vous, » dit-il à Lucie en désignant le canapé. Elle s'assit sur le bord, mouillée et sale comme elle était, craignant d'abîmer le meuble coûteux. « Vous avez de la famille ?» demanda Paul. « Non, mes parents sont morts quand j'avais 15 ans d'une fièvre. Je suis resté seul. Je me suis marié à 20 ans avec l'homme que je pensais qui prendrait soin de moi. Je me suis trompé. Et maintenant, vous voulez que j'élève votre fils ? » « Je sais que ça paraît fou, » dit Lucie rapidement, les mots se bousculant. « Je sais que vous ne me connaissez pas, que vous n'avez aucune obligation, mais j'ai regardé dans vos yeux et j'ai vu que monsieur est un homme bon. Et j'ai entendu dire au village que monsieur aide les gens dans le besoin, qu'il donne du travail, qu'il est juste. J'ai tout essayé, j'ai frappé à toutes les portes. Personne ne veut de moi, mais mon fils mérite de vivre. » « Et vous ?» demanda Paul, et il y avait quelque chose d'étrange dans sa voix. « Vous ne méritez pas de vivre aussi ?» La question prit Lucie au dépourvu. Personne ne lui avait jamais demandé ça. « Je n'ai pas d'importance. Seul lui compte. »« Tout le monde compte, » dit Paul, et ce fut la première fois que sa voix s'adoucit. Il regarda le bébé dans ses bras, puis elle. « J'ai eu une femme. Elle est morte en couche il y a 10 ans. Le bébé est mort avec elle. Depuis, cette maison est vide. Vraiment vide. J'ai de l'argent, des terres, du bétail, mais je n'ai rien qui compte vraiment. » Lucie sentit un nœud dans sa gorge. Elle ne s'attendait pas à ça. « Alors je vais vous faire une proposition différente de celle que vous êtes venu chercher, » continua Paul. « Je ne vais pas élever votre fils. Vous allez l'élever, mais vous l'élèverez ici, en travaillant pour moi, en vivant ici, de la nourriture sur la table et un toit sur la tête, pour vous et pour lui. » Les mots mirent du temps à faire sens dans l'esprit confus de Lucie. « Monsieur m'offre du travail ? » « Oui, j'ai besoin de quelqu'un pour s'occuper de la maison. La femme qui le faisait est tombée malade le mois dernier et a dû partir. La maison est un chaos. Vous savez cuisiner, nettoyer ? Je sais, j'ai tout appris avec ma mère avant qu'elle ne parte. Alors c'est décidé. Vous restez. Il y a une petite chambre à l'arrière qui peut être pour vous et le petit. Elle n'est pas grande, mais il y a un bon lit. Une fenêtre avec vue sur le verger, et vous mangerez ce que je mange, sans distinction. » Lucie n'arrivait pas à y croire. « Pourquoi ? Pourquoi monsieur ferait-il ça pour moi ?» Paul regarda une fois de plus le bébé dans ses bras, et Lucie vit des larmes dans les yeux de cet homme dur. « Parce que si mon fils avait vécu, il aurait son âge maintenant. Et j'aimerais penser que si ma femme avait eu besoin, quelqu'un l'aurait aidé aussi. » C'est à ce moment que Lucie comprit qu'elle n'était pas arrivée là par hasard. Peut-être que le désespoir l'y avait conduite, mais quelque chose de plus grand l'y maintiendrait. « Je ne sais pas comment vous remercier, » murmura-t-elle. « Pas besoin de remercier. Il suffit de bien travailler et de bien prendre soin de lui et de vous-même. Une personne qui ne prend pas soin d'elle ne peut prendre soin de personne. » Paul se leva et remit Michel délicatement dans ses bras. « Venez, je vais vous montrer où vous allez rester. » La petite chambre était petite mais accueillante. Il y avait un lit double avec un matelas ferme, un berceau en bois que Paul dit avoir été le sien quand il était enfant, une commode ancienne mais belle, et une fenêtre qui donnait bien sur le verger d'orangers. L'odeur des fruits mûrs entrait par la vitre entr'ouverte. « Demain, on verra pour des vêtements pour vous et le petit. Aujourd'hui, reposez-vous. Il y a à manger dans la cuisine, vous pouvez prendre ce que vous voulez. » Et Lucie.
Elle se tourna vers lui, encore sous le choc de tout cela. « Bienvenue. » Quand la porte se referma et que Lucie se retrouva seule avec Michel dans cette petite chambre propre et sûre, elle tomba à genoux à côté du lit et pleura. Elle pleura tout ce qu'elle avait retenu ces dernières semaines. Elle pleura de soulagement, de gratitude, de peur que ce ne soit qu'un rêve. Mais quand elle regarda par la fenêtre et vit les étoiles commencer à apparaître dans le ciel après la pluie, elle sut que c'était réel. Elle et son fils avaient eu une seconde chance. Ce que Lucie ne savait pas encore, c'est que ce jour marquerait le début de quelque chose de bien plus grand qu'elle ne l'imaginait. Quelque chose qui changerait non seulement sa vie, mais aussi celle de l'homme qui l'avait accueilli. Parce que parfois, le salut vient d'où on l'attend le moins, et parfois, celui qui sauve finit par être sauvé aussi. Les jours suivants, Lucie se plongea dans le travail avec un dévouement qui la surprit elle-même. Elle se levait avec le soleil, allaitait Michel, le mettait dans son berceau ou dans la poussette improvisée que Paul avait sortie de quelque part du grenier, et commençait à mettre de l'ordre dans cette maison qui n'avait pas connu de soins féminins depuis longtemps. Elle commença par la cuisine. Les casseroles étaient poussiéreuses, les placards en désordre. La cuisinière à bois couverte de résidus de nourriture brûlée, datant de plusieurs semaines. Lucie frotta tout jusqu'à ce que ses mains deviennent rouges, mais quand elle eut terminé, la cuisine brillait. Paul apparut à la fin de la première journée de travail et s'arrêta à la porte, regardant autour de lui avec une expression que Lucie ne sut déchiffrer. « C'est bien ?» demanda-t-elle, un peu sûre d'elle. « Si monsieur préfère autrement… »« C'est parfait !» l'interrompit-il. « Ça faisait longtemps que je n'avais pas vu cette cuisine comme ça. Ma femme, elle aimait que tout soit bien rangé. » Il y avait aussi une tristesse dans sa voix qui fit comprendre à Lucie que chaque pièce de cette maison gardait des souvenirs que Paul essayait d'enterrer sous la négligence. « Je vais préparer le dîner, » dit-elle doucement. « Qu'est-ce que monsieur aime? N'importe quoi fera l'affaire. » Mais Lucie fit plus que n'importe quoi. Elle prépara un ragoût de viande avec des légumes, du riz bien cuit et des lentilles assaisonnées, exactement comme sa mère le lui avait appris. Et quand Paul s'assit à table et goûta la première cuillerée, elle vit quelque chose d'inattendu. Il ferma les yeux et resta silencieux un moment. « C'est trop salé ?» demanda Lucie, inquiète. « Non, c'est exactement comme celui que faisait ma mère. Ça fait très longtemps que je n'ai pas mangé un plat comme ça. » Et ce fut là, à cette table, dans un silence seulement ponctué par le bruit des couverts et les gémissements occasionnels de Michel dans la chambre voisine, que commença à se former entre eux quelque chose de délicat, quelque chose qui n'avait pas encore de nom, mais qui grandissait lentement, comme une racine cherchant une terre fertile. Lucie commença à connaître les habitudes de Paul. Elle découvrit qu'il se levait avant le soleil pour vérifier le bétail, qu'il revenait toujours avec les bottes pleines de boue, qu'il aimait son café fort et sans sucre. Elle découvrit aussi qu'il était un homme de peu de mots, mais que quand il parlait, chaque mot avait du poids. Et Paul commença à remarquer des choses chez Lucie, la délicatesse avec laquelle elle traitait Michel, même épuisé. La force silencieuse qu'elle portait, qui la faisait continuer même quand elle était si fatiguée qu'elle tenait à peine debout. La petite chanson qu'elle fredonnait en travaillant, de vieilles chansons que sa mère lui chantait. Un matin, près de 2 semaines après l'arrivée de Lucie, Paul entra dans la cuisine et la trouva en train de pleurer au-dessus de l'évier. Michel dormait paisiblement dans son berceau à côté. « Qu'est-ce qu'il y a ?» demanda-t-il. Et pour la première fois, il n'y avait pas de distance dans sa voix. Il y avait une inquiétude sincère. « Rien. » Lucie essuya rapidement ses larmes. « Excusez-moi, je ne devrais pas être comme ça. »« Lucie. » Paul prononça son nom avec une fermeté douce. « Qu'est-ce qu'il y a ?» Elle expira lentement. « C'est juste que Michel a 2 mois aujourd'hui, et je me suis souvenu qu'il y a 1 mois, j'étais sous ce pont, pensant que j'allais le perdre. Et maintenant, nous sommes ici, en sécurité, et il grandit fort. Et j'ai si peur que ça s'arrête, de me réveiller et de découvrir que tout n'était qu'un rêve. »
Paul resta immobile un instant, digérant ces mots. Puis, il fit quelque chose qui les surprit tous les deux. Il posa sa main sur son épaule. « Ça ne s'arrêtera pas. Vous avez ma parole. Tant que vous travaillerez bien et que vous prendrez soin de lui, vous avez votre place ici. » Lucie regarda cette grande main calleuse sur son épaule et quelque chose bougea en elle, quelque chose de chaud, d'effrayant et de réconfortant à la fois. « Merci » murmura-t-elle. Paul retira sa main rapidement, comme s'il venait de réaliser ce qu'il avait fait, et quitta la cuisine sans un mot de plus. Mais ce contact resta. Il resta sur la peau de Lucie comme une marque invisible. Il resta dans les pensées de Paul, tandis qu'il chevauchait le long des limites de la propriété, essayant de comprendre ce qui lui arrivait. Parce que quelque chose se passait, il ne pouvait le nier. Pour la première fois en 10 ans, cette maison ne ressemblait pas à un mausolée, elle ressemblait à un foyer. Pour la première fois en 10 ans, il se surprenait à presser le travail au champ pour rentrer plus tôt, non pas par nécessité, mais parce qu'il voulait entendre cette voix douce chanter dans la cuisine. Il voulait voir le sourire timide quand Lucie servait le dîner. Il voulait entendre les pleurs du bébé, qui lui rappelaient tout ce qu'il avait perdu, mais qui lui rappelaient aussi qu'il y avait encore de la vie. Et Lucie commença à attendre les moments où Paul arrivait. Elle commença à s'arranger un peu plus, avant le dîner, à se soucier de ses cheveux, de sa robe. Elle commença à remarquer ses petits gestes. Comment il portait l'eau du puits pour qu'elle n'ait pas à faire l'effort. Comment il avait apporté un jour un bouquet de fleurs sauvages et l'avait laissé sur la commode de sa chambre sans rien dire. Comment il s'arrêtait parfois pour faire des grimaces à Michel et arracher des sourires au bébé. Il tombait amoureux, lentement, prudemment, comme deux personnes qui avaient déjà été trop blessées par la vie et savaient que l'amour était une chose sérieuse. Mais il tombait amoureux, et c'était aussi effrayant qu'inévitable. 3 mois passèrent, comme des feuilles emportées par le vent. Michel grandissait, fort et en bonne santé. Il tenait déjà sa tête tout seul et souriait à quiconque lui faisait des grâces. La maison brillait de propreté, sentait la cuisine maison et les fleurs fraîches que Lucie cueillait dans le jardin. Et Paul changeait d'une manière que même les ouvriers du domaine commentaient entre eux. « Le patron est différent », dit un jour le contremaître au gardien. « Je ne sais pas expliquer, il a l'air plus vivant. » Et il l'était. Paul riait plus, parlait plus, avait plus de patience. Même ses ordres étaient donnés avec moins de rudesse. Et tout ça parce qu'il y avait dans la grande maison quelqu'un qui l'attendait. Quelqu'un qui préparait son petit déjeuner avec soin, qui laissait ses vêtements propres et repassés, qui lui demandait comment s'était passée sa journée avec un intérêt sincère. Mais c'était plus que ça. C'était la façon dont Lucie se mordait la lèvre quand elle était concentrée en cuisine. C'était comment ses yeux brillaient quand elle riait de quelque chose de stupide. C'était la délicatesse de ses mains quand elle cousait le soir après avoir mis Michel au lit. C'était tout. Et Paul savait qu'il était en terrain dangereux. Un soir, alors qu'il dînait dans un silence confortable, Michel se mit à pleurer dans sa chambre. Lucie se leva rapidement, mais Paul la retint d'un geste. « J'y vais », dit-il. Avant qu'elle ne puisse protester, il était déjà dans la petite chambre. Lucie le suivit sur la pointe des pieds et s'arrêta à la porte, observant. Paul prit Michel dans ses bras avec précaution, berçant le bébé contre sa poitrine, tout en marchant dans la pièce. « Hé, un petit bonhomme !» murmura-t-il. « Qu'est-ce qu'il y a? Un cauchemar? Mal au ventre ?» Michel cessa de pleurer presque immédiatement, agrippant le doigt de Paul avec sa minuscule main. Et Paul regarda ce bébé avec une telle tendresse que Lucie sentit son cœur se serrer. « Tu sais, Michel, » continua Paul à voix basse, sans se rendre compte que Lucie écoutait. « Tu as amené ta mère ici, mais tu as aussi ramené la lumière dans cette maison. Cette maison était morte, j'étais mort, mais vous m'avez rappelé qu'on peut encore vivre. » Lucie s'appuya contre le mur, les larmes coulant en silence. «
Comment était-il possible de tomber amoureuse de quelqu'un si complètement en si peu de temps? Comment était-il possible que cet homme rude et fermé ait un cœur si immense? Paul se retourna et la vit là. Leurs regards se croisèrent dans l'obscurité du couloir, et pendant un instant éternel, aucun des deux ne bougea. Puis Paul remit Michel dans son berceau, maintenant endormi paisiblement, et s'approcha d'elle. « Depuis combien de temps es-tu là » demanda-t-il doucement. « Assez longtemps, » répondit Lucie, la voix tremblante. Ils restèrent là, si proches que Lucie pouvait sentir la chaleur de son corps, voir les détails de ses yeux même dans la pénombre. Paul leva lentement la main et écarta une mèche de cheveux de son visage, ses doigts effleurant sa joue d'une manière qui fit frissonner tout son corps. « Lucie » commença-t-il, et il y avait tant de choses dans ce nom. Désir, peur, confusion, espoir. « Je sais » murmura-t-elle. « Moi aussi ?» Paul ferma les yeux et appuya son front contre le sien. « Ce n'est pas bien. Tu travailles pour moi. Tu as besoin de moi. Je ne peux pas. Ce ne serait pas juste. »« Et si je me fiche de ce qui est juste ?» demanda Lucie, posant sa main sur sa poitrine, sentant son cœur battre fort. « Et si je te dis que ce que je ressens n'a rien à voir avec le fait que tu me donnes un travail ou une maison? Et si je te dis que je te vois, Paul, que je te vois vraiment ?» Il ouvrit les yeux et elle y vit toute la douleur qu'il portait. « J'ai échoué avec ma femme. Je n'ai pas réussi à la sauver. Je n'ai pas réussi à sauver notre fils. J'ai peur d'échouer à nouveau. »« Tu n'as échoué avec personne, » dit Lucie avec fermeté. « La mort arrive, Paul. Ce n'était pas ta faute, tout comme ce n'était pas ma faute si mon mari m'a abandonné. La vie nous blesse, mais la vie nous donne aussi des secondes chances. Et je crois que nous sommes la seconde chance l'un de l'autre. » Et là, dans ce couloir sombre, avec le bébé endormi dans la chambre d'à côté, Paul embrassa Lucie pour la première fois. C'était un baiser hésitant, prudent, plein de promesses non dites et de peurs partagées. C'était le genre de baiser qui marque le début de quelque chose qui ne peut plus être défait. Quand ils se séparèrent, Paul prit son visage entre ses mains. « Je ne veux pas que tu restes ici seulement parce que tu en as besoin. Je veux que tu restes parce que tu le veux. Je reste parce que je le veux, » répondit Lucie sans hésitation. « Je reste parce que, quand je me réveille le matin, la première chose à laquelle je pense, c'est de te voir. Je reste parce que tu regardes mon fils comme s'il était le tien. Je reste parce que, pour la première fois de ma vie, je me sens chez moi. » Si vous suivez cette histoire ici sur la chaîne Récits du passé et que vous l'appréciez, aidez-nous en vous abonnant et en activant la cloche pour ne pas manquer les prochaines vidéos. Et commentez ci-dessous d'où vous nous regardez. Nous adorons savoir si vous êtes du sud, du nord, d'un autre département ou même d'un autre pays. Vos commentaires rendent notre journée plus heureuse. Les jours qui suivirent furent différents. Il y avait maintenant une nouvelle intimité entre eux. Paul commença à chercher des excuses pour passer plus de temps près de Lucie. Il l'aidait dans la cuisine quand il rentrait des champs, même avec les mains sales de terre. Il s'asseyait dans le fauteuil à bascule du salon pendant qu'elle cousait, juste pour être près d'elle. Il tenait Michel sur ses genoux pendant le dîner, faisant rire le bébé avec des grimaces idiotes qui faisaient aussi rire Lucie. Et Lucie s'épanouissait. Ses yeux brillaient davantage. Son sourire venait plus facilement. Même sa voix avait changé. Elle était plus légère, plus libre. Elle se mit à chanter plus fort en travaillant. Elle commença à mettre des fleurs dans ses cheveux. Elle commença à attendre les moments où Paul arrivait pour partager avec lui non seulement la maison, mais la vie. Mais tout n'était pas rose. Il y avait les regards des ouvriers, les commentaires à voix basse qu'ils pensaient que personne n'entendait. « La domestique a déjà obtenu ce qu'elle voulait », dit un jour une des femmes qui travaillait à la traite. « Elle a bien trompé le patron. » Lucie l'entendit et ça lui fit mal. Mal parce que ce n'était pas vrai. Mal parce qu'on jugeait quelque chose de si pur. Mal parce que soudain, elle se demanda si elle méritait vraiment ce bonheur. Ce soir-là, pendant le dîner, elle était trop silencieuse. Paul le remarqua. « Qu'est-ce qui ne va pas ?»« Rien. » Lucie. Son nom sur ses lèvres était toujours une demande de vérité. Elle expira lentement.
Des gens parlent de nous, ils disent que je t'ai trompé, que j'ai utilisé Michel pour obtenir ce que je voulais. » L'expression de Paul se durcit. Qui a dit ça? Peu importe qui. Si, ça importe, Paul. Non, ça ne servira à rien que tu te disputes avec eux. Ça ne fera qu'empirer les choses. Il resta silencieux un moment, réfléchissant. Puis il se leva, fit le tour de la table et s'agenouilla à côté de sa chaise. Il prit ses mains. « Regarde-moi » demanda-t-il. Lucie leva les yeux. Ils étaient humides. « Ce que nous avons n'a besoin de l'approbation de personne. Je sais qui tu es. Je sais que tu es arrivé ici désespéré et que tu as pourtant gardé ta dignité. Je sais que tu travailles plus que quiconque dans ce domaine. Je sais que tu t'occupes de ton fils avec un amour que je n'ai jamais vu. Et je sais que tu me vois vraiment, pas mon argent ou mes terres. Tu vois l'homme, et ça vaut plus que tout ce que n'importe qui peut dire. » « Et s'ils avaient raison, » murmura Lucie. « Et si, au fond, j'ai vraiment profité de ta bonté? » « Alors je remercie chaque jour que tu en aies profité, » dit Paul, et il y avait tant d'amour dans sa voix qu'elle faillit ne pas le supporter. « Parce que tu m'as sauvée, Lucie. Tu es arrivée ici en demandant que je sauve ton fils, mais c'est toi qui m'as sauvée. Cette maison était en train de mourir. J'étais en train de mourir, et tu as ramené la vie. » Et là, agenouillé sur le sol de cette humble cuisine, Paul fit quelque chose qui allait tout changer. « Épouse-moi » Les mots restèrent suspendus dans l'air, comme des oiseaux effrayés. Lucie écarquilla les yeux. « Quoi? Épouse-moi? Pas parce que tu en as besoin, pas parce que j'ai pitié, mais parce que je t'aime. Je t'aime tel que tu es, avec ta force, ta délicatesse, ton courage. J'aime la façon dont tu t'occupes de Michel. J'aime la façon dont tu chantes en cuisinant. J'aime que tu n'aies pas peur de me contredire quand tu penses que j'ai tort. J'aime tout. Et je veux que tu sois ma femme, vraiment, pas ma domestique, pas mon invitée, ma femme. » Lucie ne put retenir ses larmes. « Tu es sûre? Parce que je viens avec un bagage, je viens avec un fils qui n'est pas le tien, je viens avec un passé compliqué. Tu viens avec toi, tu viens complète. » L'interrompit Paul. « Et Michel, il est déjà à moi dans mon cœur. À partir du moment où tu accepteras, il sera aussi à moi sur le papier. Je vais l'adopter, lui donner mon nom. Il sera un Dubois. Et toi aussi. Je ne sais pas quoi dire. Dis oui, s'il te plaît. Dis oui. » Et Lucie regarda cet homme qui, 3 mois plus tôt, était un étranger. Et elle vit en lui tout son avenir. Elle vit les matins à se réveiller à ses côtés. Elle vit les dîners en famille, elle vit Michel grandir fort avec un vrai père, elle se vit elle-même, enfin, appartenir à un endroit, à quelqu'un. « Oui, » murmura-t-elle, « oui, je t'épouse. » Paul la tira de sa chaise et la serra si fort dans ses bras qu'elle eut à peine le souffle. Et là, enlacés dans cette cuisine, ils pleurèrent ensemble. Ils pleurèrent de soulagement, de joie, de gratitude, de s'être trouvés quand ils en avaient le plus besoin. Mais tout n'était pas résolu. La demande en mariage avait été faite, acceptée. Mais il y avait encore un chemin à parcourir, un chemin qui apporterait des défis qu'aucun des deux n'imaginait. Car lorsque la nouvelle du mariage se répandit dans le domaine et dans la petite ville voisine, les réactions ne furent pas toutes positives. Il y avait ceux qui se réjouissaient pour le couple, oui, mais il y avait aussi ceux qui voyaient cela d'un mauvais œil, avec jalousie, avec jugement. Et il y avait quelqu'un qui voyait cela avec quelque chose de bien pire, quelqu'un du passé de Lucie, qu'elle pensait ne plus jamais revoir, quelqu'un qui n'avait aucune intention de la laisser être heureuse. Mais à ce moment-là, enlacés dans la cuisine, avec Michel dormant paisiblement dans la chambre d'à côté, Paul et Lucie ne savaient rien de tout cela. Ils savaient seulement qu'ils s'étaient trouvés, qu'ils s'étaient choisis et que c'était tout ce qui importait. Leur amour avait commencé dans le désespoir, mais il grandissait dans l'espoir. Et l'espoir, lorsqu'il est partagé par 2 cœurs meurtris, peut devenir la chose la plus forte au monde. Les préparatifs du mariage commencèrent la semaine suivante. Paul voulait quelque chose de simple, mais de digne.
dans la petite église du village. Lucie ne demandait rien de plus que d'être à ses côtés, mais quand il insista pour lui acheter une nouvelle robe, ses yeux brillèrent d'une manière qui fit fondre son cœur. Ils allèrent ensemble au village un samedi après-midi, Michel dormant tranquillement dans les bras de Lucie. Le magasin de tissus et de vêtements était modeste, mais il y avait quelques jolies robes suspendues. La propriétaire, Madame Cécile, une dame aux cheveux blancs et au sourire aimable, accueillit le couple avec une curiosité à peine dissimulée. « Alors c'est vrai ?» dit-elle, regardant Paul, puis Lucie. « Vous allez vraiment vous marier ?»« Oui » répondit Paul avec fermeté, posant une main protectrice dans le dos de Lucie. « Et nous avons besoin d'une robe de mariée. » Madame Cécile étudia Lucie un instant. Puis son visage s'illumina d'un sourire sincère. « Venez avec moi, ma chère, j'ai quelque chose qui vous ira à la perfection. » Elle emmena Lucie au fond du magasin, pendant que Paul attendait avec Michel. Le bébé se réveilla et commença à grogner, mais Paul le berça avec une aisance qui devenait naturelle, faisant des bruits amusants qui arrachèrent des petits rires au bébé. « Monsieur est doué avec les enfants », commenta Madame Cécile en revenant chercher quelques accessoires. « Ce n'est pas tout homme qui a cette patience. »« Celui-ci rend les choses faciles, » dit Paul, en regardant Michel avec tendresse. « C'est un bon garçon, et il sera bientôt votre fils pour de vrai, j'ai entendu dire. Il l'est déjà. Le papier n'est qu'une formalité. » Madame Cécile sourit avec approbation et disparut à nouveau dans l'arrière-boutique. Quand Lucie sortit de la cabine d'essayage, Paul faillit laisser tomber Michel. La robe était simple, sans dentelle élaborée, ni broderie compliquée. Elle était d'un blanc doux, avec des manches courtes, une taille marquée et une jupe qui tombait jusqu'aux chevilles. Mais sur Lucie, elle était parfaite. Elle mettait en valeur ses épaules délicates, sa taille fine et faisait paraître ses yeux encore plus brillants. « Et alors ?» demanda-t-elle en tournant lentement, les joues roses. « Qu'en penses-tu » Paul ne put parler pendant un instant. Il la regardait simplement comme s'il voyait un ange. « Tu es magnifique !» dit-il enfin, la voix rauque, « plus belle que tout ce que j'ai jamais vu. » Lucie sourit, et dans ce sourire, il y avait tout le bonheur qu'elle n'avait jamais pensé avoir le droit de ressentir. Ils achetèrent la robe, un nouveau costume pour Paul, et même une petite tenue spéciale pour Michel pour la cérémonie. Quand ils retournèrent au domaine, il faisait déjà nuit, mais tous deux étaient radieux. Mais leur bonheur était sur le point d'être mis à l'épreuve. 2 jours plus tard, par une chaude après-midi de printemps, un homme se présenta au portail du domaine. Il avait environ 30 ans, les cheveux en désordre, des vêtements froissés et un regard qui mêlait arrogance et désespoir. Le gardien lui barra l'entrée. « Que voulez-vous ?»« Je suis venu voir ma femme, » dit l'homme, et il y avait du venin dans sa voix. « Votre femme ?»« Quelle femme ?»« Lucie. Je sais qu'elle est ici. Tout le village dit qu'elle s'est trouvé un homme riche à épouser. Eh bien, elle est déjà mariée, avec moi. » Le gardien sentit son sang se glacer. « Attendez ici, je vais appeler le patron. » Paul était dans la grange quand il reçut la nouvelle. Son visage se durcit immédiatement. « Comment s'appelle-t-il » ? Il dit que c'est Robert. Robert Fournier, l'ex-mari. Paul aurait dû s'attendre à ce qu'il apparaisse un jour ou l'autre. Les hommes comme lui apparaissaient toujours quand ils sentaient l'argent. Laisse-le entrer, mais reste dans les parages. Quand Robert entra dans la grande maison, Paul l'attendait déjà dans le salon. Il ne lui offrit pas de siège, pas d'eau, il croisa simplement les bras et attendit. « Alors c'est vous, le riche baron, » dit Robert avec un sourire en coin, « le sauveur de la demoiselle en détresse. Dis ce que tu as à dire et va-t'en. Je suis venu chercher ma femme et mon fils. » Paul fit un pas en avant, et il y avait quelque chose de dangereux dans son regard. « Lucie n'est pas ta femme. Tu l'as abandonnée enceinte, tu l'as laissée souffrir de la faim, du froid, du désespoir. Tu as perdu tous les droits que tu avais sur elle. Le papier dit que je suis toujours son mari, il n'y a pas eu de divorce, et le garçon est mon fils, j'ai des droits. » « Tu n'as aucun droit, » dit Paul, la voix basse mais chargée de menaces.
Tu as disparu, tu l'as laissée dans la misère, et maintenant tu te pointes parce que tu as entendu qu'elle allait épouser quelqu'un qui a de l'argent. Robert rit, mais c'était un rire laid. Tu crois qu'elle t'aime vraiment? Elle est avec toi pour ton argent, idiot. Dès qu'elle aura ce qu'elle veut, elle te larguera aussi. Paul était sur le point de répondre quand il entendit une voix derrière lui. Paul, non. Lucie se tenait à la porte de la cuisine, pâle comme la cire, avec Michel dans les bras. Ses yeux étaient fixés sur Robert, et il y avait en eux de la peur, mais aussi de la colère. « Lucie, » dit Robert en essayant de rendre sa voix douce. « Je suis venu te chercher. Je sais que j'ai fait des erreurs, mais je suis ton mari, et c'est mon fils. »« Tu n'es rien, » dit Lucie, et sa voix trembla, mais ne se brisa pas. « Tu m'as abandonné, tu m'as laissé sans rien. Tu as dit que le bébé n'était pas de toi. Tu te souviens? Tu as dit que j'étais une traînée, que j'avais couché avec un autre homme. Tu m'as jeté tout ce que tu pouvais à la figure et tu es parti. J'étais en colère. Je ne réfléchissais pas. Tu réfléchissais très bien. Tu pensais à fuir tes responsabilités. Et maintenant tu reviens parce que tu as entendu que j'allais épouser un homme qui a des biens. Tu ne me veux pas, Robert. Tu veux de l'argent. » Robert changea de tactique, sa voix devenant menaçante. « J'ai des droits. Je suis ton mari devant la loi. Et ce garçon est mon fils. » Paul se plaça entre Robert et Lucie. « Sors de ma propriété maintenant. »« Ou quoi? Tu vas me frapper, envoyer tes hommes demain me faire du mal? Ça ne changera rien au fait qu'elle est toujours ma femme. Elle va demander le divorce et tu signeras les papiers. » Robert rit de nouveau. « Et pourquoi ferais-je ça ?» Paul resta silencieux un moment, étudiant l'homme en face de lui. Puis il dit avec un calme plus effrayant que n'importe quel cri, « Combien veux-tu » ?« Paul, non » protesta Lucie, mais il leva la main. « Combien » Robert sourit, pensant avoir gagné. 5 000 €. C'était une somme énorme pour l'époque. De l'argent qui permettrait de bien vivre pendant des années. Mais Paul ne scia pas. Tu recevras 3 000 €. Tu signeras les papiers du divorce et les papiers renonçant à tout droit sur le garçon. Tu signeras aujourd'hui, tu prendras l'argent et tu disparaîtras. Si tu te remontres, si tu t'approches de Lucie ou de Michel, si tu tentes quoi que ce soit, je te garantis que tu le regretteras. J'ai des amis dans beaucoup d'endroits, y compris chez le commissaire. Compris ? Robert parut calculer un instant, puis hocha la tête. 3 000 et je signe. Attends ici. Paul quitta le salon et se rendit à son bureau. Il revint avec l'argent et des papiers qu'il avait déjà fait préparer, prévoyant que quelque chose comme ça pourrait arriver. Il appela 2 de ses ouvriers pour servir de témoins. Robert lut les papiers rapidement, signa où c'était indiqué, prit l'argent et partit sans un regard en arrière. Il ne dit pas au revoir à Lucie, ne regarda pas Michel. Il partit simplement comme il l'avait fait une fois auparavant. Quand la porte se referma, Lucie s'effondra. Paul la rattrapa avant qu'elle ne tombe, la tenant, elle et Michel, contre lui. « C'est fini », murmura-t-il dans ses cheveux. « C'est fini, il est parti et il ne reviendra plus. »« Tu as payé beaucoup d'argent, » pleura Lucie. « Pour moi, pour nous. Et je le paierai encore 1000 fois. L'argent revient, pas toi. » Cette nuit-là, après avoir mis Michel au lit, Lucie et Paul restèrent assis sur le porche à regarder les étoiles. Elle appuya sa tête sur son épaule et il passa son bras autour d'elle. « J'ai peur, » avoua-t-elle. « Peur que tu regrettes, que tu réalises que je suis un fardeau trop lourd. »« Regarde-moi, » demanda Paul, tournant son visage vers lui. J'ai perdu ma première femme et mon fils. J'ai vécu 10 ans dans une maison morte, le cœur mort, attendant juste de mourir aussi. Tu es arrivé et tu m'as redonné la vie. Tu m'as donné une raison de me lever le matin. Tu m'as donné une famille. Tu n'es pas un fardeau, Lucie. Tu es une bénédiction. Et si vous suivez cette histoire jusqu'ici et que vous êtes aussi ému que nous en la racontant, laissez votre like, abonnez-vous à la chaîne Récits du passé et activez la cloche pour ne manquer aucune histoire. Et commentez ci-dessous quelle partie de cette histoire vous a le plus touché le cœur. Vos commentaires sont très importants pour nous.
Le mariage eut lieu 2 semaines plus tard, par une matinée ensoleillée d'octobre. La petite église était pleine de monde, des ouvriers du domaine, des voisins, des connaissances du village. Madame Cécile était là, ainsi que le contremaître qui avait vu Paul changer et plusieurs personnes qui avaient suivi l'histoire de ce couple improbable. Lucie entra dans l'église au son d'un orgue désaccordé, portant Michel dans ses bras, car elle n'avait pas de père pour la conduire à l'autel. Mais quand elle arriva près de Paul et vit ses yeux embués de larmes la regarder, elle sut qu'elle n'avait besoin de rien d'autre. « Tu es magnifique », murmura-t-il, quand elle se tint à ses côtés. « Toi aussi », répondit-elle en souriant à travers ses larmes. Le prêtre était un vieil homme bienveillant qui connaissait Paul depuis son enfance. Il mena la cérémonie d'une voix tremblante, mais pleine d'émotion, parlant de seconde chance, d'amour qui naît de la compassion et devient vrai, de famille que l'on choisit. Quand vint le moment des vœux, Paul prit les mains de Lucie et parla d'une voix ferme. « Je promets de prendre soin de toi et de Michel tous les jours de ma vie. Je promets de te respecter, de t'écouter, de t'offrir un abri, non seulement dans cette maison, mais dans mon cœur. Je promets d'être le père dont ce garçon a besoin et le mari que tu mérites. Je promets que tu ne sentiras plus jamais le froid, la faim ou la peur. Tu es ma famille maintenant. » Lucie put à peine parler à travers ses larmes, mais elle réussit à dire « Je promets de t'aimer de tout mon être. Je promets de prendre soin de toi comme tu as pris soin de moi. Je promets de remplir cette maison de vie, de rire, d'amour. Je promets que tu ne te sentiras plus jamais seul. Tu es ma famille maintenant. » Et quand le prêtre les déclara mari et femme, et que Paul embrassa Lucie là, à l'autel, tout en tenant Michel entre eux, il y eut des applaudissements et des larmes dans la petite église. La fête fut simple mais joyeuse sur le domaine même. Il y avait de la nourriture en abondance, de la musique jouée par un accordéoniste de la région, des rires et des danses. Michel passa de bras en bras, souriant à tout le monde. Et Lucie dansa avec Paul sous les étoiles, jusqu'à ce que ses pieds lui fassent mal. « Heureuse ?» demanda-t-il en la faisant tourner lentement, « plus que je n'aurais jamais imaginé pouvoir l'être. » Alors, j'ai déjà tout ce que je voulais de la vie. Mais la vie, comme toujours, avait ses propres plans. Et tandis que Paul et Lucie dansaient, célébrant leur nouvel amour, quelque chose se passait qui allait tout changer à nouveau. Car Robert était parti, oui, mais l'argent qu'il avait reçu ne dura pas longtemps, et les hommes désespérés font des choses désespérées. Et il y avait aussi autre chose, quelque chose que Lucie ne savait pas encore, quelque chose concernant sa santé qui allait bientôt se révéler et tester la force de cet amour d'une manière qu'aucun d'eux n'attendait. Mais cette nuit-là, dansant sous les étoiles avec son mari, avec son fils dormant tranquillement dans la maison, Lucie était simplement heureuse. Et parfois, le bonheur est tout ce dont nous avons besoin, même si c'est pour peu de temps. Car ce qui vient après peut être difficile, mais si on l'affronte avec amour, on peut le surmonter. Les premiers mois de mariage furent les plus heureux que Lucie ait jamais vécus. Se réveiller aux côtés de Paul chaque matin, le voir lui sourire avec cette tendresse qu'il cachait autrefois au monde, partager non seulement la maison, mais la vie entière. Tout cela semblait un rêve dont elle avait peur de se réveiller. Michel grandissait vite et fort. À 6 mois, il s'asseyait déjà tout seul, tapait dans ses mains et éclatait de rire. Quand Paul rentrait des champs, le baron avait fait toutes les démarches pour adopter légalement le garçon. Et le jour où le juge signa les documents, faisant de Michel officiellement un Dubois, Paul pleura des larmes qu'il n'avait pas versées depuis des années. « Maintenant, c'est mon fils pour de vrai », dit-il ce soir-là, tenant le bébé contre sa poitrine, sur le papier et dans le cœur. « Il l'a toujours été dans le cœur », répondit Lucie, les enlaçant tous les deux. « Le papier n'est qu'une confirmation. » Le domaine prospérait. Paul avait retrouvé l'énergie d'étendre ses affaires. Il acheta plus de bétail, rénova les granges, embaucha plus d'ouvriers. Et Lucie était devenue non seulement la maîtresse de maison, mais son cœur,
Les ouvriers la respectaient, venaient la voir quand ils avaient besoin de conseils, et elle avait toujours un mot gentil, une assiette de nourriture en plus, une solution aux petits problèmes. Mais ces derniers temps, Lucie ressentait quelque chose d'étrange, une fatigue qui ne passait pas, même après une nuit complète de sommeil, une faiblesse dans les jambes qui la forçait parfois à s'appuyer contre un mur, des vertiges qui survenaient sans crier gare. Elle n'en parla pas à Paul au début. Elle pensait que c'était juste le travail intense de la maison, les soins de Michel, qui rampait maintenant partout et exigeait une attention constante. Mais quand elle commença à perdre du poids, même en mangeant bien, quand ses vêtements devinrent trop larges, quand elle sentit une douleur constante dans le dos qui ne se calmait pas, elle sut que quelque chose n'allait pas. Ce fut madame Cécile qui le remarqua la première, quand Lucie se rendit au village pour acheter du tissu pour faire de nouveaux vêtements à Michel. « Ma fille, vous allez bien ?» demanda la vieille dame, étudiant le visage pâle de Lucie. « Vous avez une mine. »« Je suis juste fatiguée, » mentit Lucie. « Fatiguée ou malade, parce que vous êtes très maigre et pâle. Avez-vous vu un médecin ?»« Un médecin ? Je n'ai pas besoin de médecin. C'est juste la fatigue. » Mais madame Cécile ne fut pas convaincue. Le même après-midi, elle se présenta au domaine et parla directement à Paul. « Votre femme doit voir un médecin. Quelque chose ne va pas. » Paul sentit son cœur se serrer. Maintenant que madame Cécile en parlait, il réalisait qu'il l'avait remarqué aussi. Comment Lucie s'asseyait plus souvent, comment elle montait les escaliers trop lentement, comment elle touchait parfois son dos avec une expression de douleur qu'elle essayait de cacher. Il entra dans la maison et trouva Lucie dans la cuisine en train de préparer le dîner. Michel était dans son parc, jouant avec des blocs de bois que Paul avait fabriqués. « Lucie, nous devons parler. » Elle se retourna et il vit la peur dans ses yeux. Elle savait déjà. « C'est à propos de ta santé. Madame Cécile est venue ici et moi aussi je l'ai remarqué. Tu ne vas pas bien. »« Si, je vais bien. C'est juste, arrête de te mentir à toi-même et à moi. » Il s'approcha d'elle et prit ses mains. Elles étaient trop froides, trop maigres. « Tu vas voir le médecin demain. Je viens avec toi. »« Paul, ce n'est pas la peine. Si, tu es ma femme, la mère de mon fils. S'il y a quelque chose qui ne va pas, nous allons le découvrir et nous le traiterons ensemble. » Des larmes coulèrent sur le visage de Lucie. « J'ai peur. Je sais, moi aussi. Mais nous allons affronter ça comme nous avons tout affronté jusqu'à présent. » Le lendemain, ils laissèrent Michel avec l'une des ouvrières du domaine, ou qui avait de l'expérience avec les enfants, et se rendirent au village. Le médecin était un homme d'âge mûr, sérieux mais gentil, qui examina Lucie attentivement pendant que Paul attendait dehors. Quand l'examen fut terminé et que le médecin appela Paul à l'intérieur, l'expression sur son visage disait déjà tout. « Je dois faire plus d'examens pour être certain », commença-t-il. « Mais d'après les symptômes que Madame Dubois a décrits et ce que j'ai pu examiner, je crois que c'est la tuberculose. » Le mot tomba comme une pierre. La tuberculose. La maladie qui tuait des milliers de personnes par an, la maladie qui n'avait pas de remède garanti. « Une maladie qui a un traitement ?» demanda Paul, la voix plus forte qu'il ne l'aurait voulu. « Oui, mais il est long, difficile, coûteux. Elle aura besoin de repos absolu, d'une alimentation renforcée, de médicaments qui viennent de la capitale. Et même ainsi, le médecin hésita, même ainsi, je ne peux rien garantir. Le taux de guérison n'est pas élevé. » Lucie était assise sur la chaise, pâle comme la cire, regardant ses mains sur ses genoux. Paul s'approcha d'elle et s'agenouilla. « Nous allons suivre le traitement, tout le traitement nécessaire, peu importe le coût. »« Et Michel, » murmura-t-elle, « si je meurs, qui s'occupera de lui? Il a besoin de moi. »« Tu ne vas pas mourir, » dit Paul avec une fermeté qu'il ne ressentait pas. « Je ne te laisserai pas. » Mais la tuberculose ne se souciait pas de ce que voulaient les maris déterminés. Les mois suivants furent les plus difficiles. Lucie fut admise dans un sanatorium spécialisé à 3 heures de route du domaine. L'endroit était propre, mais triste, rempli de gens qui toussaient, de gens maigres comme elle,
de gens dont l'espoir mourait dans les yeux. Paul lui rendait visite 3 fois par semaine, apportant toujours des fleurs, des nouvelles du domaine, des lettres que Michel écrivait avec des gribouillis d'enfants. Mais à chaque visite, elle semblait plus petite, plus fragile, plus distante. « Comment va Michel ?» était toujours sa première question. Fort, en bonne santé, il grandit. Mais tu lui manques. Il demande après sa maman tous les jours. « Ne le laisse pas me voir comme ça ?» demanda Lucie une fois, touchant son propre visage émacié. « Je ne veux pas qu'il se souvienne de moi de cette façon. Tu vas guérir, tu vas rentrer à la maison, tu le verras grandir. » Mais les semaines devinrent des mois, et l'amélioration ne venait pas. Les médecins essayaient de nouveaux traitements, de nouveaux médicaments, mais rien ne semblait vraiment fonctionner. Lucie s'affaiblissait lentement, mais constamment. Et puis vint la nouvelle qui brisa complètement Paul. C'était une après-midi d'hiver, quand le médecin le convoqua pour une conversation privée. « Monsieur Dubois, je dois être honnête avec vous. Votre femme ne répond pas au traitement. Son état s'aggrave. Selon mon évaluation professionnelle, il lui reste tout au plus quelques mois. » Paul sentit le sol se dérober sous ses pieds. Non, il doit y avoir quelque chose, un nouveau traitement, un meilleur médecin. J'ai déjà consulté les meilleurs spécialistes, nous avons tout essayé. Je suis vraiment désolé, mais il est temps pour vous de vous préparer, et de la laisser se préparer aussi. Cette nuit-là, Paul s'assit au chevet de Lucie. Elle dormait, respirant avec difficulté, si petite sous les couvertures qu'elle ressemblait à une enfant. Il lui prit la main et pleura. Il pleura comme il n'avait pas pleuré depuis la perte de sa première femme. « Tu ne peux pas me laisser, » murmura-t-il. « Pas maintenant. Pas alors qu'on vient enfin de se trouver. Ce n'est pas juste. » Lucie ouvrit lentement les yeux. Elle était faible, mais il y avait encore de la lucidité en elle. « Paul, désolé, je t'ai réveillé. Tu pleures. Pourquoi ?» Il ne put mentir. Il n'avait jamais pu lui mentir. « Parce que j'ai peur de te perdre. » Elle serra sa main avec le peu de force qui lui restait. « J'ai peur aussi, mais pas de mourir. J'ai peur de vous laisser, toi et Michel, seuls. Et si vous suivez cette histoire ici sur la chaîne Récits du passé et que vous êtes émus, n'oubliez pas de laisser votre like et de vous abonner. Partagez-la aussi avec quelqu'un que vous aimez, car des histoires comme celle-ci nous rappellent à quel point l'amour et la famille sont précieux. Et commentez ci-dessous. Avez-vous déjà vécu quelque chose de similaire? Connaissez-vous quelqu'un qui a lutté contre une maladie grave? Vous ne serez pas seul, dit Paul, parce que tu vas guérir. Paul. Il y avait de la tristesse dans sa voix. Je sais que ça n'ira pas. Je le sens dans mon corps. Je me sens partir. Ne dis pas ça. Je dois le dire. Je dois te demander certaines choses pendant que je le peux encore. Non, s'il te plaît, écoute-moi. Elle toussa et il vit du sang sur son mouchoir. Son cœur se serra. Prends soin de Michel. Trouve une bonne femme pour être sa mère quand je ne serai plus là. Une femme gentille qui l'aimera. Je ne veux pas d'autre femme. Je te veux toi. Et prends soin de toi aussi. Ne redeviens pas cet homme fermé que tu étais avant. Continue à vivre, à rire, à être l'homme que j'ai connu. Promets-le. Paul ne pouvait pas parler. Il sentit seulement les larmes couler. Et promets-moi encore une chose. Raconte-lui quand il sera grand. Raconte-lui que sa mère t'a aimé de tout son être, que chaque jour avec toi a été un cadeau, que je ne regrette rien. Lucie, arrête, s'il te plaît. Arrête. Mais elle continua, car elle savait qu'elle n'avait plus beaucoup de temps. Tu m'as sauvé, Paul. Quand j'étais au plus bas, sans rien, tu m'as tout donné. Tu m'as donné une maison, de la nourriture, un travail. Mais plus que ça, tu m'as donné de l'amour. Tu m'as rendu ma dignité. Tu m'as fait sentir que je valais quelque chose. Et je mourrai heureuse parce que j'ai eu ça. Je t'ai eu, toi. C'est à ce moment que se produisit l'événement qui allait tout changer, car tandis que Lucie parlait, tandis que Paul pleurait en lui tenant la main, la porte de la chambre s'ouvrit et Michel était là.
L'ouvrière, qui devait s'occuper de lui, s'était endormie, et le garçon, âgé de près d'1 an et demi maintenant, s'était échappé. Il avait trouvé la voiture qui l'avait amené du domaine. Il était, d'une manière ou d'une autre, arrivé jusqu'ici. « Maman !» dit-il de sa petite voix d'enfant en tendant ses petits bras. Lucie regarda son fils et s'effondra. « Michel, mon garçon !» Paul prit le petit et le posa délicatement sur le lit. Michel se blottit contre sa mère et Lucie le serra dans ses bras avec le peu de force qui lui restait, pleurant dans ses cheveux. « Mon amour, mon beau bébé, maman t'aime, elle t'aime tellement. » Et là, dans cette chambre d'hôpital, avec Paul d'un côté et Michel de l'autre, Lucie sentit quelque chose changer en elle, une force qu'elle ne savait pas posséder, une volonté de se battre qui ne venait pas de son corps, mais d'un endroit plus profond. « Je ne vais pas abandonner, » dit-elle soudain, regardant Paul avec des yeux qui, tout à coup, brûlaient d'un feu nouveau. « Je ne vais pas vous laisser, pas comme ça, pas sans me battre avec tout ce que j'ai. » Lucie. « Non, j'ai entendu ce que le médecin a dit. Je sais qu'il pense que je n'ai aucune chance, mais il ne connaît pas mon cœur. Il ne sait pas à quel point je vous aime tous les deux. Et l'amour peut faire des miracles, n'est-ce pas ? Tu l'as dit toi-même un jour, alors je vais me battre jusqu'à mon dernier souffle. Je vais me battre. » Et pour la première fois depuis des semaines, Paul vit un véritable espoir dans ses yeux. Pas l'espoir fin de quelqu'un qui se ment à soi-même, mais l'espoir féroce de quelqu'un qui a décidé de ne pas se rendre. « Alors nous nous battrons ensemble, » dit-il. « Moi, toi et ce petit garçon ici, nous sommes une famille, et une famille n'abandonne pas. » La lutte de Lucie commença à ce moment-là. Ce ne fut pas une lutte facile, ni rapide, ni sans douleur, mais ce fut une lutte menée avec tout ce qu'elle avait. Et Paul était à ses côtés à chaque seconde. Il changea toute sa routine. Il loua une petite maison près du sanatorium pour être plus proche. Il emmenait Michel voir sa mère tous les jours, même quand les médecins disaient que ce n'était pas recommandé. « Elle a besoin de voir son fils », insistait Paul. « Elle a besoin d'une raison de se battre. » Et Michel, même si petit, semblait comprendre. Il restait tranquillement sur les genoux de sa mère, lui caressant le visage maigre, lui donnant des bisous mouillés d'enfant qui faisaient sourire Lucie, même dans la douleur. Les médecins étaient stupéfaits. Lucie, qui était condamnée, commença à montrer de petites améliorations. La fièvre qui ne baissait pas commença à céder. La toux diminua un peu, le sang sur le mouchoir apparaissait moins fréquemment. « C'est impressionnant, » dit le médecin à Paul un matin. « Je ne peux pas l'expliquer médicalement, mais elle réagit. Quelque chose a changé. »« L'amour a changé, » répondit simplement Paul. « Elle a décidé de vivre. » Mais la maladie était sournoise. Il y avait des bons jours suivis de jours terribles. Des jours où Lucie pouvait s'asseoir dans son lit et parler, suivis de jours où elle pouvait à peine ouvrir les yeux. Cette montagne russe émotionnelle était dévastatrice pour tous. Ce fut lors d'une de ces mauvaises nuits, alors que Lucie brûlait de fièvre et délirait, que Paul dut affronter ses plus grandes peurs. Elle appelait Michel, sa mère décédée, disait des choses insensées. Et au milieu de la nuit, elle agrippa la main de Paul avec une force surprenante et dit, les yeux vitreux, « Promets-moi que tu seras heureux. Promets que tu ne mourras pas avec moi. » « Tu ne vas pas mourir, » dit Paul, mais sa voix se brisa. « Si je meurs, promets-le. »« Je le promets, mais tu ne vas pas mourir. Je ne te laisserai pas. » Ce fut la nuit la plus longue de la vie de Paul. Il resta assis à son chevet, lui tenant la main, récitant toutes les prières qu'il connaissait et quelques-unes qu'il inventa sur le moment, négociant avec Dieu, avec l'univers, avec toute force qui pouvait l'entendre. « Prenez tout, » murmura-t-il dans l'obscurité. « Prenez le domaine, l'argent, tout ce que j'ai, mais ne la prenez pas. Oh, s'il vous plaît. C'est tout ce qui compte, elle et le garçon. » Quand le soleil se leva et que Lucie était encore en vie, respirant encore, Paul sentit qu'il avait gagné un jour de plus. Et s'il pouvait gagner un jour, il pourrait en gagner un autre, jusqu'à gagner la guerre. Les semaines passèrent ainsi, une lutte quotidienne, de petites victoires et de petits reculs.
Mais progressivement, très progressivement, la balance commença à pencher du côté de la vie. 3 mois après cette nuit terrible, Lucie réussit à se tenir debout pour la première fois. Ses pas étaient chancelants, son corps encore faible, mais elle était debout. Paul pleura en la voyant marcher jusqu'à la fenêtre pour regarder le jardin du sanatorium. « Je reviens, dit-elle, et il y avait de la certitude dans sa voix. Je reviens pour vous. » 2 autres mois passèrent. L'automne arriva avec ses feuilles dorées et son air plus frais. Et par un matin clair d'avril, le médecin appela Paul pour lui parler. « Monsieur Dubois, je vais être honnête. Quand votre femme est arrivée ici, je ne lui donnais aucune chance. Je pensais que ce serait une question de semaines, peut-être de jours, mais elle s'est battue d'une manière que je n'ai jamais vue, et je ne peux pas l'expliquer complètement, mais elle va vraiment mieux. La tuberculose régresse. Elle aura encore besoin de soins, de repos, de médicaments, mais elle peut rentrer à la maison. » Paul ne sentit plus ses jambes pendant un instant. « Elle peut rentrer à la maison ?» « Oui, elle n'est pas complètement guérie. Ce sera un long processus, mais le pire est passé. Elle a gagné. » Quand Paul l'annonça à Lucie, elle se contenta de sourire. Ce sourire dont il était tombé amoureux, qui avait disparu depuis si longtemps et qui était maintenant de retour. « Je t'avais dit que je n'abandonnerais pas. Tu l'as dit, et tu ne l'as pas fait. Tu es la femme la plus forte que j'ai jamais connue. » « Je ne suis pas forte. J'avais juste une raison de vivre. Vous deux, vous êtes ma raison. » Le jour où Lucie retourna au domaine fut un jour de fête. Les ouvriers avaient décoré la maison avec des fleurs, les femmes avaient préparé un banquet, et quand la voiture s'arrêta devant la grande maison, tout le monde applaudit. Michel, qui avait maintenant presque 2 ans, courut vers sa mère d'un pas encore un peu maladroit. « Maman, maman à la maison !» Lucie le prit dans ses bras, encore avec difficulté, encore faible, mais elle le prit et pleura, serrant son fils contre elle. « Maman est rentrée, mon amour, maman est rentrée. » Paul observa la mère et le fils réunis et sut qu'il avait été témoin d'un miracle. Pas le genre de miracle des livres saints, mais le miracle quotidien de l'amour qui refuse tout simplement d'abandonner. Les mois suivants furent ceux d'une convalescence lente, mais constante. Lucie reprit du poids. Ses joues retrouvèrent leur couleur. Ses yeux se remirent à briller. Elle ne pouvait pas encore faire de gros travaux, alors Paul engagea de l'aide pour la maison. Mais Lucie insistait pour faire les petites choses, préparer le petit déjeuner de Paul, lire des histoires à Michel, s'occuper des fleurs dans le jardin. « J'ai besoin de me sentir utile, » expliqua-t-elle. « J'ai besoin de me sentir vivante. » Et elle était vivante, plus vivante que jamais. Ce fut une nuit d'hiver, près d'1 an après son retour du sanatorium, que Lucie et Paul étaient assis sur le porche à regarder les étoiles. Michel dormait paisiblement dans sa chambre. La maison était en paix, et il y avait une quiétude dans l'air qui était du pur bonheur. « Tu sais à quoi j'ai pensé aujourd'hui ?» dit soudain Lucie. « À quoi ? Que si j'avais abandonné cette nuit-là, quand le médecin a dit que j'allais mourir, j'aurais tout perdu. J'aurais perdu de voir Michel faire ses premiers pas. J'aurais perdu les matins à me réveiller à tes côtés. J'aurais perdu les dîners en famille, les rires stupides, les silences confortables. J'aurais perdu la vie. » Paul lui prit la main. « Mais tu n'as pas abandonné. »« Non, parce que tu m'as appris que ça valait la peine de se battre. Quand j'ai frappé à ta porte cet après-midi de pluie, j'étais en train d'abandonner. Je donnais mon fils parce que je pensais n'avoir rien à lui offrir. Mais tu m'as montré que si, j'avais de l'amour, de la force, de la valeur. Et ça m'a sauvé. Tu m'as sauvé aussi. Tu continues de me sauver chaque jour. » Lucie appuya sa tête sur son épaule. « On forme une sacrée paire, non? 2 survivants qui se sont trouvés quand ils en avaient le plus besoin. Oui, et regarde ce que nous avons construit. » Ils restèrent ainsi un moment, existant simplement ensemble. Puis Lucie dit « Je veux un autre enfant. » Paul se tourna vers elle, surpris. « Tu es sûre? Les médecins ont dit que... » « Je sais ce que les médecins ont dit, que ce serait risqué, que mon corps est encore fragile.
Mais je sais aussi que la vie est un risque, que rien n'est garanti. Et je veux donner un frère ou une sœur à Michel. Je veux remplir cette maison d'enfants, de vie, d'amour. Je veux vivre vraiment, pas seulement survivre. Et ici, sur la chaîne Récits du passé, nous croyons que des histoires de résilience, comme celle-ci, méritent d'être partagées. Si vous avez aimé, si vous avez été ému, si vous avez été inspiré, abonnez-vous à la chaîne et activez la cloche. Notre prochaine vidéo sera encore meilleure. Une autre histoire émouvante qui touchera votre cœur. Et n'oubliez pas de commenter. Des histoires comme celle-ci vous inspirent-elles à ne jamais abandonner? Paul regarda cette femme incroyable qui était arrivée à sa porte détruite et qui était maintenant là, forte, déterminée, pleine de rêves. Alors nous essaierons, avec prudence, avec un suivi médical, mais nous essaierons, parce que tu as raison. La vie est faite pour être vécue. 2 ans plus tard, par une matinée ensoleillée de printemps, naquit une petite fille. Elle vint au monde en criant fort, avec des cheveux sombres comme ceux de son père et des yeux clairs comme ceux de sa mère. Lucie la tint dans ses bras et pleura de bonheur. « Comment va-t-elle s'appeler » demanda Paul, assis au bord du lit, avec Michel à côté, impatient de voir sa petite sœur. « Espérance, » répondit Lucie, « parce que c'est ce que tu m'as donné quand je n'avais plus rien. De l'espérance. » Et Michel, qui avait maintenant presque 5 ans, toucha doucement la petite tête de sa sœur et dit « Salut Espérance, je suis ton frère, je prendrai soin de toi. » Paul serra sa famille dans ses bras, sa femme, son fils, sa fille, et il sut qu'il avait tout. Non pas parce qu'il avait de l'argent, des terres ou du bétail, mais parce qu'il avait l'amour. Le genre d'amour qui survit aux tempêtes, qui vainc les maladies, qui transforme le désespoir en espoir. La vie de Lucie et Paul ne fut pas parfaite après cela. Il y eut des défis, des moments difficiles, des jours où la tuberculose menaçait de revenir et où tout le monde retenait son souffle. Mais toujours, ils affrontaient les épreuves ensemble. Il y avait toujours assez d'amour pour surmonter. Michel grandit, fort et bon, héritant de la bonté de son père et de la force de sa mère. Espérance devint une fille intelligente et joyeuse qui illuminait chaque pièce où elle entrait. Et Paul et Lucie vieillirent ensemble, côte à côte, main dans la main. Quand Lucie eut déjà les cheveux blancs et des rides à force de sourire, elle regardait en arrière et voyait cette jeune fille de 23 ans frappant au portail en fer du domaine avec un bébé dans les bras. Elle voyait le désespoir de ce jour, et elle remerciait. Elle remerciait d'avoir eu le courage de demander de l'aide. Elle remerciait Paul d'avoir eu le cœur ouvert. Elle remerciait de s'être trouvée. « Tu sais ce que j'ai appris de tout ça ?» dit-elle à Paul un soir, déjà vieux, assis sur le même porche où ils avaient passé tant de nuits. « Quoi ?» Que parfois on frappe à la mauvaise porte en cherchant le salut, et d'autres fois on frappe à la bonne porte sans le savoir. Et quand ça arrive, quand le miracle se produit, il faut le saisir à 2 mains et ne jamais le lâcher. « Et tu l'as saisi, » dit Paul, lui tenant la main, une main ridée maintenant, mais toujours délicate, toujours aimée. « Je l'ai saisi, et toi aussi. » Et là, sur ce porche, avec les étoiles brillant au-dessus et le bruit de leurs petits enfants jouant à l'intérieur, Lucie et Paul savaient qu'ils avaient gagné. Pas seulement contre la tuberculose, pas seulement contre la pauvreté, pas seulement contre le désespoir. Ils avaient vaincu la solitude, ils avaient construit une famille, ils avaient choisi l'amour quand il était plus facile de choisir la peur. Et ça, au final, c'était tout ce qui importait. Parce que l'amour, le véritable amour, celui qui naît du respect et grandit dans la compassion, ce genre d'amour peut déplacer des montagnes, peut guérir les blessures, peut transformer des vies. Il peut même pousser une femme condamnée par les médecins à décider de vivre, juste parce que quelqu'un l'attend à la maison. Et c'est peut-être ce dont nous avons tous besoin. Quelqu'un pour qui il vaut la peine de se battre. Quelqu'un qui nous donne une raison de nous réveiller demain. Quelqu'un qui transforme une maison en foyer. Lucie a trouvé cela en Paul. Paul a trouvé cela en Lucie.
Et Michel et Espérance ont grandi en voyant ce qu'est le véritable amour. Pas l'amour parfait et sans problème des films, mais l'amour réel. Celui qui choisit de rester même quand c'est difficile. Celui qui se bat même quand cela semble impossible. Et à la fin, ils ont tous vécu, vraiment vécu. Ils n'ont pas seulement existé, ils ont vécu avec passion, avec un but, avec amour. Et c'est la plus grande victoire de toutes.